Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal au menu de l'actualité. Ce soir, mesures portant en baisse des prix des denrées alimentaires. Une effectivité de 75% notée entre Dakar et Fatick. C'est ce qu'a révélé le ministre du Commerce, Abdoukarim Fofana, en tournée ce vendredi dans certains marchés de la capitale pour s'enquérir de l'effectivité de cette mesure. Vous entendrez ces précisions dans ce journal. Le syndicat national des employés et cadres des sociétés d'assurance veut la révision de la convention collective du secteur. Pour le syndicat, l'actuelle convention date de plus de 10 décennies, ce qui fait que les travailleurs de ce secteur, le secteur de l'assurance bien sûr, sont encore sous-payés. Les précisions à suivre tout à l'heure. Et enfin, notre article de la semaine qui revient sur le dossier intitulé « Le quotidien infernal des handicapés » de notre confrère Mamadou Mbaké Ndiaye du quotidien LAS, prétexte l'application de la loi d'orientation sociale et la carte d'égalité des chances. À suivre en fin d'édition avec Elhaj Malik Sissé. Bienvenue à toutes et à tous. Rebonsoir. L'actualité, c'est d'abord le marathon budgétaire à l'Assemblée nationale qui est finalement devenu pénible pour cause. Les députés passent parfois 10 heures à débattre sur le projet de budget. Tel est le cas lors du passage du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, ce qui relèverait d'un manque d'efficacité. C'est un récit de Mamadou Dia et Sidigna. Bonsoir, Monsieur le Président. Comme 3 minutes, Messieurs les ministres, chers collègues. Les parlementaires se sont relayés au pupitre pendant 10 tours d'horloge pour exposer leurs préoccupations. L'hémicycle ne joue pas la carte de l'efficacité. Inacceptable, d'après Cheikh Tidiane Gadjo. 10 heures, ça n'a aucun sens. Donc si on organisait un peu mieux nos débats, c'est dans l'intérêt de tous, parce qu'on va discuter des problèmes de fond qui intéressent les Sénégalais. 10 heures de temps de débat pour 110 intervenants et pendant la séance, tout semble permis. Des députés hués, chahutés, moqués. C'est important. Ou acclamés. Maire de la ville de Kaffrine. Ça, honorable Guy Marius Sagna. Tantôt une adresse au ministre. Ou des insalinités. Chers collègues, faisons très attention à notre façon de gérer nos problèmes. Tout dépend de l'appartenance ou du plaidoyer mené. Même le président n'y échappe pas. Merci, chers collègues. À l'arrivée, les députés sont à bout du souffle. D'emblée, chacun a son astuce pour évacuer l'oisiveté. Certains, téléphones à la main, se connectent avec le monde extérieur. D'autres n'hésitent pas à sortir pour reprendre un nouveau souffle, une gorgée d'eau, du café ou du thé. Finalement, le marathon budgétaire à l'Assemblée nationale est pénible, pénible au point que même le président s'en mêle parfois les pinceaux. Merci, chers collègues. La parole, 5 minutes là, il faut qu'on vérifie. Et je vous le disais tantôt, le ministre du Commerce, Abdoukarim Fofana, a effectué ce vendredi une tournée dans différents marchés. Et c'est pour voir l'effectivité de la mesure sur la baisse des prix des denrées alimentaires. Mesure respectée à 75% entre Dakar et Fatick, selon le ministre Abdoukarim Fofana, que je vous propose d'écouter au micro de Boudal Diatch. À tous les grossistes, à tous les importateurs, les producteurs, qu'ils doivent donner aussi des factures d'achat qui sont conformes au prix, parce que les prix ne concernent pas seulement les détaillants. L'État fait des efforts au niveau des importateurs, parce que du point de vue de la gestion de la subvention et de la gestion des renonciations fiscales et douanières, l'application au niveau des importateurs et des sociétés de production est plus simple et plus optimale. Maintenant, la mise en œuvre est une obligation pour toute la chaîne. Ces prix qui viennent d'être appliqués ne sont pas des décisions unilatérales de l'État. Ça aurait pu l'être puisque nous en avons le pouvoir et les compétences. Mais dans l'esprit de la loi sur les prix
et la protection du consommateur de 2021 proposée par le gouvernement du Sénégal sur instruction du président de la République, il y a toujours une nécessité de concertation. Sur le loyer, bientôt nous allons mettre en place les textes réglementaires qui organisent la baisse et aussi les catégories de logements qui sont concernées. À cet effet, nous ferons encore une tournée pour voir les structures. Nous allons mettre en place une commission nationale de régulation des loyers. Et nous avons beaucoup appris des baisses de 2014. Beaucoup nous disent qu'il n'y avait pas d'effectivité. Il y avait de l'effectivité, mais peut-être qu'il y a eu des manquements ou des oublis. Et sur cette base, nous avons travaillé et nous sommes ouverts. Et nous parlons entrepreneuriat. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes était dans la région de Saint-Louis où elle a procédé au financement de plusieurs femmes et jeunes en plus de l'inauguration d'un guichet unique de formation des entreprises dans la ville tricentenaire. Oui, Momar Alisnior pour plus de précision. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (DER/FJ) vient de boucler une tournée dans la région de Saint-Louis. Dans la vieille cité, l'ADER a inauguré le guichet unique de formalisation des entreprises installé au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Donc après Catherine, après Kaolack, après Fatick, après Ziguinchor, après Sédhiou, nous nous retrouvons aujourd'hui à Saint-Louis pour lancer ce guichet unique de formalisation qui va permettre en un temps record, c'est-à-dire en moins de 24 heures ou tout au plus, à des jeunes entrepreneurs, à des entrepreneurs tout simplement, de pouvoir se faire immatriculer et bénéficier donc d'un INEA et d'un registre de commerce au niveau de la Chambre de commerce. Donc ce qui explique la rapidité, quand on parle de délégation à l'entrepreneuriat rapide, c'est comment faciliter et comment être beaucoup plus rapide pour les entrepreneurs dans leur parcours d'insertion ou tout simplement dans leur parcours d'entrepreneuriat. Une initiative qui vient soulager le travail de la Chambre consulaire de Saint-Louis. Cette installation du GUF est une très bonne initiative que nous saluons parce que ça nous permettra d'abord d'être plus rapide. Le traitement des dossiers qui faisait 2 jours peut se faire en 24 heures et ça nous permet aussi d'être plus efficaces par rapport à nos missions. Et nous saluons aussi l'initiative et nous remercions la DER. Une enveloppe de 150 millions de francs CFA a été également distribuée à près de 500 jeunes et femmes porteurs de projets. Cette plateforme nous permet d'aller vite, nous permet également de pouvoir tout de suite qualifier la demande et ce qui a permis aujourd'hui d'identifier au niveau du département de Saint-Louis, là je parle que du département de Saint-Louis, des bénéficiaires à qui nous octroyons des financements en autonomisation. Qui dit autonomisation, donc c'est un montant qui varie du plus petit montant aujourd'hui jusqu'à 1 million. Au niveau de Dagana, 100 familles issues de 6 villages dans la commune de Borkhol ont également bénéficié de financements verts pour l'acquisition de biodigesteurs en partenariat avec le programme national de biogaz. On est en train de se parler d'énergie renouvelable. On est en train de se parler aujourd'hui d'un gaz renouvelable. On est en train de se parler de stopper aussi un peu la déforestation qu'on a à travers la coupe de bois. On est en train aussi de se parler aujourd'hui aussi d'un impact sanitaire parce qu'on sait que la cuisson qui se faisait avec le bois avait beaucoup également de désagréments au niveau sanitaire et avait aussi beaucoup d'impact négatif pour les familles. Les ménagères bénéficiaires du projet ont exprimé leur soulagement et leur satisfaction. wala ñu for ndeef yi ñuy def say ci pax yi ñu for ko di ko taale saxaar si ak coono matt yi loolu lañ ci def loolu nag biogaz bi mu fi ñëwee dindi na loolu yëpp. La DER/FJ invite les jeunes et les femmes porteurs de projets à se rapprocher davantage de ces services déconcentrés désormais au niveau des départements pour trouver l'accompagnement dont ils ont besoin. Dans l'actualité, toujours, la coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau se renforce avec la visite du ministre bissau-guinéen de l'Agriculture. Le Sénégal s'engage ainsi à soutenir la Guinée-Bissau en semences et en engrais pour faire face aux difficultés que vit ce pays. Des échanges commerciaux sont aussi à l'étude. Les précisions du ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Seck. Dans l'immédiat,
c'est de l'assistance que nous allons faire pour de la semence aujourd'hui qui leur permet de continuer le volet recherche avec l'ISRA. Donc on va leur donner de la semence de pré-base, ils vont continuer à leur niveau. Nous allons également leur donner de la semence qui leur permettent immédiatement des semences certifiées qui leur permettent de produire aussi bien du riz, de l'arachide et éventuellement d'autres spéculations en fonction donc des demandes qui ont été faites. Nous avons également les aider pour l'acquisition de matériel agricole, d'engrais aussi, parce que ça va avec. Et vraiment, c'est des actions immédiates que nous allons faire à ce niveau. Nous allons également prévoir de faire d'autres actions pour le moyen et long terme, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'être assistés sur le plan technique, avec d'abord la recherche pour les semences, parce qu'il faut qu'ils soient aussi autonomes, comme nous le sommes dans certaines spéculations. Donc là aussi, ça va demander une collaboration franche entre l'Institut de recherche du Sénégal, leur institut de recherche. Nous avons également envisagé d'autres collaborations, notamment au niveau de l'ANCAR, pour les permettre de vulgariser les nouvelles techniques qui permettront qu'ils puissent aussi, dans quelques années, faire face eux-mêmes à leur. Et je vous le disais tout à l'heure, le syndicat des travailleurs de l'assurance plaide pour la révision de la convention collective du secteur. Une rencontre collective s'est tenue d'ailleurs ce samedi pour sa finalisation. Convention jugée caduque par les acteurs du secteur datant de presque 5 décennies. D'après l'association, si le secteur de l'assurance ne connaît pas de crise, les travailleurs restent encore sous-payés au Sénégal. Amdi Moustapha Diallo, secrétaire général de ce syndicat, est interrogé par Amadou Bari. Vous savez, nous avons des salaires de base très faibles, nous avons des indemnités très faibles pour un secteur aujourd'hui qui se frotte les mains. Je viens tout de suite de donner les chiffres du marché. Nous avons acquis plus de 22 milliards de bénéfices l'année dernière, en 2021. Et même en 2020, malgré les aléas climatiques, malgré la pandémie, c'est un secteur qui s'est frotté la main. Donc nous avons tous jugé utile de réviser cette convention qui est un outil de travail du secteur des assurances. Justement, ça ne répercute pas sur les travailleurs puisque nous avons beaucoup de problèmes dans ce secteur. Nous avons, comme les banques, le problème des intérimaires, des prestataires de services. Aujourd'hui, c'est un secteur qui recrute moins de travailleurs. Et nous avons estimé qu'il faudrait quand même améliorer tout cela. Et il faut dire que cette manne financière ne reflète pas sur les travailleurs du secteur des assurances. Le secteur des assurances regorge, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de la direction des assurances, plus de 20 compagnies d'assurance au Sénégal. Et c'est des compagnies qui se frottent régulièrement les mains. Il n'y a pas une compagnie qui n'a pas réalisé de bénéfices ces dernières années. Et pourtant, nous avons des problèmes énormes dans ce secteur. Et c'est aujourd'hui que nous ferons la compilation de toutes ces demandes à travers ce séminaire qui est représenté par le patronat, la direction des assurances qui est notre tutelle, et vous avez vu des inspecteurs du travail ici présents. Concertation ce samedi des acteurs socio-culturels de la commune de Grand Dakar pour la réhabilitation du centre de santé de cette commune qui peine encore à accueillir tous ses patients avec seulement 24 lits pour environ 70 000 habitants. Pour y arriver, l'enjeu est de sensibiliser sur les avantages de la mutuelle de santé qui prend en compte les soins des patients à 80%. Les explications de Lamine Sall, le secrétaire exécutif du Centre de développement sanitaire, au micro d'Amadou Bari et Barasso. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la mutuelle ou bien qui veulent venir à l'hôpital se faire soigner alors qu'ils n'ont pas de moyens. Et que la santé est un coût. Maintenant, cette journée aussi, on l'a ouvert au niveau de la mutuelle de santé. Comme ça, les populations seront là pour leur demander comment adhérer, quelles sont les possibilités. Et qu'on sait que la mutuelle de santé, c'est 80% que l'État paye. Donc ça, c'était le deuxième axe. Le troisième axe, c'est dans le cadre du personnel de santé. Leur dévouement, la qualité des soins, leur statut, leur ancienneté. Dès lors que nous, au niveau de l'hôpital Grand Dakar, nous avons deux sortes de personnel. Il y a le personnel socio-sanitaire, c'est-à-dire les villes qu'on a transférées aux différentes communes, et les ASC, c'est-à-dire des agents de santé communautaire.
eux, ils n'ont pas de statut. Parce que maintenant, nos capacités d'accueil sont limitées. Maintenant, alhamdoulilah, le centre de santé est fréquenté par sa population, mais par d'autres quartiers environnants. Et on l'a vu à partir de même les malades, ils ont un problème de lit. Et alors qu'au début, on n'avait pas ce problème. Donc ça veut dire que maintenant, cette journée va nous aider. On voudrait que quand nos parents viennent, qu'il y ait un accueil, qu'il soit dans de meilleures conditions. Donc c'est un plaidoyer que nous lançons cette journée pour que maintenant les populations, les autorités, les bailleurs puissent nous aider pour qu'au moins que les capacités soient beaucoup plus augmentées. Restons toujours dans le secteur de la santé après 3 jours de conférences, débats scientifiques sur la conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires qui a pris fin ce vendredi 18 novembre au Maroc. À l'issue, 14 recommandations ont été faites. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a insisté à la lecture de la déclaration de Marrakech, soulignant que le Sénégal compte adopter ces recommandations. Je vous propose d'écouter ici quelques-unes de ces conclusions au micro de nos envoyés spéciaux Abdourahmane Ly et Mafalfal. Recommandation numéro 1, promouvoir le renforcement des systèmes de santé sur le continent africain en utilisant une approche de réduction des risques. 2, améliorer les conditions de vie quotidiennes de toutes les citoyennes et de tous les citoyens par l'amélioration de l'environnement dans lequel les individus naissent, grandissent, vivent et vieillissent, et ce grâce à la transformation des systèmes de santé, à des stratégies éthiques et de réduction des risques et à des innovations en matière de réduction des risques pour les risques sanitaires connus. Troisièmement, développer des politiques de soins de santé en Afrique axées sur une couverture médicale universelle aux patients citoyens et respecter l'accès équitable à des soins de santé de qualité en tant que droit humain fondamental. Améliorer l'accès à des soins en psychiatrie et en santé mentale de qualité en phase avec le développement des connaissances et des traitements et les besoins spécifiques des patients liés à leur âge, leurs conditions socio-économiques, leur environnement et leur vulnérabilité. Promouvoir le cannabis médical comme nouveau traitement contrôlé pour des symptômes et des maladies spécifiques et établir des principes directeurs éthiques pour réglementer le cannabis médical afin d'en faire une mesure de réduction des risques. Et finalement, 14e recommandation, tenir une conférence annuelle pour garantir la poursuite et l'accélération des efforts en vue d'améliorer la couverture médicale universelle pour toutes et tous sur le continent africain. Je vous remercie. Retenez aussi que le thème pour l'année prochaine de cette conférence sur la réduction des risques sanitaires est déjà choisi. Il s'agit de l'eau, l'environnement et la sécurité alimentaire prévue en octobre 2023. Un exode médicinal, c'est ce que Dr Falilou Samb a décrit concernant le Sénégal lors de la conférence africaine sur la réduction des risques en santé tenue à Marrakech au Maroc. L'événement a servi de tribune à ce membre de l'Ordre des médecins du Sénégal. Les précisions dans ce compte-rendu signé Abdourahmane Ly. Dr Falilou Samb n'y est pas allé par 4 chemins. Un des ennemis du système de santé sénégalais est la démographie, un aspect qui favorise la présence importante de structures privées de santé à Dakar, un exode rural qui conduit à un exode médical. Donc plus on sort de Dakar, plus on part vers des déserts médicaux, c'est-à-dire c'est des localités qui sont dépourvues de tout. Et ça aussi, comme on parle de risque par rapport à la santé, c'est un des plus grands risques, c'est-à-dire l'inaccessibilité financière et l'inaccessibilité géographique. Le Sénégal ne manque pas de ressources humaines, poursuit Dr Samb, puisqu'il occupe une place importante dans le cadre de la formation en Afrique. Non, le problème de ressources humaines ne se pose pas parce que tout simplement, on a les ressources humaines qu'il faut. Et maintenant, ce qui reste, c'est juste une bonne gouvernance sanitaire pour permettre à ces ressources de s'affirmer. Dakar est un centre très important, un centre névralgique dans la formation des médecins, surtout de tous les cadres africains, plus particulièrement les médecins, comme les paramédicaux, surtout de l'Afrique francophone. Pendant ce temps, le Maroc se lance dans un processus de réforme de son système de santé, une réforme qui va reposer sur plusieurs piliers. D'abord, la gouvernance, elle est extrêmement importante pour qu'on puisse utiliser efficacement les ressources financières et qu'on puisse mener les réformes à terme. La deuxième chose, c'est travailler également sur notamment les médecins et le personnel paramédical. Donc plus de médecins formés, mieux formés,
également mieux intéressés et mieux motivés. L'Israël a profité de cette conférence de partage d'expériences pour exposer les bénéfices tirés de la loi Israël sur l'assurance maladie nationale après mise en œuvre. Tout résident légal, près de 80%, ne s'en plaindrait pas. Ce qui inspire d'ailleurs dans les recommandations issues de cette table ronde. Et le saviez-vous, le cannabis est autorisé au Maroc. Et oui, une loi l'a entériné dans seulement 3 provinces du royaume chérifien. Autorisation basée sur une exigence médicale. Si l'on en croit le professeur Redouane Rabi, pour le président de la Moroccan Consultant Association for the Use of Cannabis, il faut juste un bon encadrement de ce produit illicite dans les autres pays du monde et former bien sûr le personnel médical afin d'obtenir les résultats attendus. Ces propos sont recueillis par Abdourahmane Di. Nous avons opté pour le cannabis médical qui est logique, c'est un traitement comme vous avez vu aujourd'hui, comment réaliser et réussir dans les bonnes formes et qui pourrait traiter des maladies aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Malheureusement, il n'y a pas de la plante au niveau de l'Afrique, mais peut-être qu'on peut, avec collaboration du Maroc par la suite, la mettre en place, pourquoi pas, et l'accompagnement, c'est traiter des patients, des maladies qu'on n'arrive pas la science à juguler. Vous avez vu tout à l'heure des démonstrations réelles, mais je dirais il faut cadrer ça, il faut respecter les normes de fabrication, de culture, de transformation et de prescription. Et d'où la formation médicale continue des pharmaciens, des médecins et des infirmières est capitale parce que ce n'est pas comme un médicament qu'on sait à dose. C'est un médicament qu'on doit jongler avec le corps du patient, l'âge, avec le poids, avec les circonstances. Il n'y a pas d'addiction, parce que quand, par exemple, les cannabinoïdes, le CBD, il n'y a aucune addiction. On n'est jamais décédé par le cannabis. Il n'y a pas une dose létale. Mais il y a des indications qu'il faut donner des indications. Les chiffres qui étaient annoncés par les études américaines des boîtes, c'est énorme, c'est des millions de dollars. Parce que le Maroc sera l'exportateur mondial. Parce que nous avons 150 hectares. Nous n'avons que 50 hectares qu'on va utiliser. Mais imagine, on peut donner le monde entier. Parlons à présent Mondial Qatar 2022. Le coup d'envoi, c'est dans quelques heures. Les Équatoriens ont déjà envahi les rues de Doha ce samedi, veille de match contre le pays hôte, le Qatar. Ils sont déterminés pour battre leur adversaire de ce dimanche. Ils pensent également au Sénégal, leur dernier adversaire en match de poule, qu'ils considèrent d'ailleurs comme redoutable. Nos envoyés spéciaux à Qatar les ont rencontrés dans ce reportage de Saïkou Seydi sur une L'Équateur sera le dernier adversaire du Sénégal en match de poule le 29 novembre prochain. L'un de ses supporters, Alfonso, pense énormément à ce match. Pour lui, les Lions de la Teranga représentent un véritable obstacle pour eux. Le Sénégal a une très grande équipe, une équipe très solide. Je pense que ce sera l'une des principales menaces pour l'Équateur dans ce groupe-là. L'une des équipes sera première, l'autre deuxième, parce que je pense que ces deux équipes vont quand même sortir du groupe. Gustavo pense que collectivement, le Sénégal a l'une des meilleures équipes de ce tournoi. Pour lui, l'absence de Sadio Mané ne se fera pas autant ressentir grâce au collectif. Ce n'est pas très grave. Je pense que tous les joueurs sont concentrés sur la Coupe du Monde. Ils sont là pour jouer. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je pense qu'ils veulent tous gagner la Coupe du Monde. Adversaire du Qatar pour le match d'ouverture du mondial, Alfonso croit en leur chance de battre le pays hôte. Mieux, il est presque sûr que son pays fera un bon parcours. Je pense que ce sera très difficile. Vous savez, le Sénégal a quand même des joueurs magnifiques comme Koulibaly, Mendy, Mané. Même si je sais que Mané ne viendra plus finalement à la Coupe du Monde. Mais je sais quand même que le Sénégal reste une équipe solide. Ce sera compliqué. Je pense que le Sénégal et l'Équateur ont des équipes similaires et ce sera un match très plaisant. L'Équateur va disputer le match d'ouverture de cette Coupe du Monde ce dimanche contre le pays hôte Qatar. Ses supporters envahissent déjà les rues de Doha avec leurs chants.
Place maintenant à notre article de la semaine et le quotidien LAS est à l'honneur avec le journaliste Mamadou Mbaré Ndiaye. Il a réalisé un dossier intitulé « Le quotidien infernal des handicapés » en filigrane à l'application de la loi d'orientation sociale et la carte d'éligibilité des chances. Le point avec Elhaj Malik Sissé. Le quotidien infernal des handicapés, conditions sociales pénibles, mauvaise application de la loi d'orientation sociale, manque de prise en charge, entre autres. LAS pose le débat. C'est parti d'un constat. Le constat est que le Sénégal, à l'instar des autres pays, avant même la loi d'orientation, a ratifié la Convention internationale relative aux droits des handicapés, qui a été adopté par les Nations Unies en 2008. Après ça, en 2010, pour être soucieux de la condition des handicapés, une loi d'orientation a été votée sous le régime libéral. Cette loi d'orientation se devait d'être, franchement, parce que si on voit les 49 articles de cette loi d'orientation, ça devait être vraiment révolutionnaire pour les personnes vivant avec un handicap au Sénégal. On a pris des mesures pour vraiment améliorer les conditions des handicapés au Sénégal. Mais force est de constater que 12 ans après, cette loi d'orientation peine vraiment à avoir son efficacité sur le terrain. Les handicapés des étrangers chez eux. Notre confrère s'explique. Quand je dis qu'ils sont des étrangers parmi les leurs au Sénégal, c'est parce que vous prenez sur une population de 17 millions de Sénégalais, il y a plus de 3 millions de Sénégalais vivant avec un handicap qui vivent des conditions très difficiles dans la réinsertion, dans la recherche du travail. Ils ne sont pas trop pris dans comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les politiques publiques, dans les recrutements, dans la fonction publique et tout. Et c'est des gens, on sait, qui vivent avec, qui sont démunis, donc qui vivent difficilement. Lancée en 2015, la carte d'égalité des chances est tout simplement un échec, selon Mariam Ndiaye, handicapée motrice et militante acharnée. Elle a accordé une interview au quotidien LAS. Si vous prenez la loi d'orientation de 2010, il y a un aspect très important qui le symbolise. C'est la carte d'égalité des chances qui devait permettre aux handicapés par exemple, de se soigner gratuitement, d'être recrutés ou bien d'avoir une politique spéciale dans le recrutement dans la fonction publique. Mais cette carte d'égalité des chances, déjà, il y a 3 millions de Sénégalais qui vivent avec un handicap. Et sur ces 3 millions de Sénégalais, il n'y a que 70 000 personnes, juste à ce jour, qui ont pu bénéficier de cette carte d'égalité des chances. Donc vous voyez le gap qui reste. Donc on peut faire le constat que c'est inefficace. En plus de ça, les personnes interrogées, les militantes des associations des handicapés, ils ont dit clairement que cette carte d'égalité des chances, c'est juste un outil comme ça, mais ça n'a pas d'impact réel sur leur vie. Parce que s'ils vont dans les hôpitaux, certains médecins même ne connaissent pas ce dispositif-là. Et pendant ce temps, le coordinateur de l'association des handicapés libéraux déplore le manque de considération dont ils sont victimes. Déjà, vivre avec un handicap, c'est déjà sur le plan psychologique, il faut être fort mentalement pour pouvoir vraiment être inséré dans la société, faire partie de la société. Vraiment, il y a des personnes qui vivent avec un handicap, qui sont des gens braves. La dame là dont vous parlez tout à l'heure, la Mariam Ndiaye, Yatma, elle est couturière et puis elle est aussi dans un secteur qui n'est pas donné à tout le monde. C'est le secteur des mannequins. Elle est comment dirais-je, elle est styliste. Donc elle a surmonté ces petites faiblesses-là pour pouvoir être insérée dans la vie. Mais c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Je pense que l'État doit faire des efforts en tout cas pour aider ces gens-là à être
parce qu'on parle de développement durable, on parle de changement climatique, on parle de la loi des femmes et tout. Je pense que aussi ces personnes vulnérables-là doivent être aidées par les politiques publiques. Et c'est cette rubrique qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.